reste un temps ensemble. On vous lâchera à l'heure, vous inquiétez pas. La journée a été longue. C'est un temps de conclusion que l'on souhaite construire avec vous. Souvent, les journées comme ça se terminent par une synthèse. C'est toujours assez barbant parce qu'on reprend des éléments. J'en sais quelque chose, j'ai dû en faire quelques-unes. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est encore une fois de relever un défi avec nous et de voir voilà, quelles conclusions vous allez pouvoir poser sur cette journée. Donc je vous propose de vous remettre un petit peu en mémoire tout ce que vous avez pu entendre aujourd'hui depuis ce matin. L'intervention du CRA, puis de l'EMIP, les mises en situation, les 3 centres nationaux. Et on va essayer de construire ensemble une grille de bonnes questions indispensables à se poser dès lors que l'on est confronté donc à ces situations de transition avec des troubles du comportement et de la communication. Donc c'est un défi que je vous propose à vous pour que la conclusion soit pleinement partagée et participative. Quelle est pour chacun d'entre vous, à la fin de cette journée, la question ou la thématique qui vraiment vous marque et vous dites celle-ci, il ne faut absolument pas qu'on l'oublie quand on est confronté à une transition, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, transition dans le temps, dans l'espace, dans la journée, etc. Voilà, c'est à vous. Morgane qui est ravie de faire la petite synthèse, notée au fur et à mesure. On a dissocié aussi ici, parce qu'on en a parlé en fin de matinée, en fait des questionnements qui relèvent de l'accompagnement vers un nouvel environnement, vers quelque chose, et puis l'accompagnement dans, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accueille et qu'on prépare aussi. Voilà, la parole est à vous. J'espère qu'il vous reste un petit peu d'énergie pour pouvoir contribuer à cette conclusion participative. C'est une première pour nous, c'est peut-être une première pour vous. Donc allons-y, qui veut bien se lancer? Une question qui vous interpelle de la journée. Alors vous avez retenu tellement de choses. Allez, c'est bien de commencer. On repart de la nécessité de l'évaluation de la communication et de quoi la personne a besoin pour comprendre ce qui se passe pour elle dans son accompagnement et dans la journée, et dans sa vie. De quoi elle a besoin. Moi, je rejoins là ce qui vient d'être dit, par rapport à ce qui a été dit ce matin là, sur la communication qui permet d'interagir sur l'environnement. Et puis, je pars aussi avec des questions, quoi. Si justement on ne peut pas communiquer, on n'interagit pas sur l'environnement et c'est la cause d'une souffrance, quoi, énorme. Et je me dis que j'aimerais mieux la comprendre. Mais je la comprends déjà mieux en comprenant l'importance de la communication. Voilà. D'autres points? Tout le monde peut participer, hein, même les intervenants. Vous avez aussi entendu des choses. Moi, je dirais une anticipation personnalisée et adaptée. À la fois dans l'accompagnement vers et dans l'accompagnement dans. Du coup, on est bien d'accord. Ok. Je suis d'accord avec ce que vient de dire. Pardon. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire la dame. L'anticipation et l'adaptation personnalisée. Et il se fait comment? Dans les faits réels des jeunes enfants, dans les institutions pour aller vers le monde adulte, comment il se fait? Eh ben, c'est la bonne question parce que souvent, il ne se fait pas vraiment. C'est aux parents de se débrouiller. Donc,
Je vous retourne peut-être la question, du coup, de ce que comment on vous fait avez entendu aujourd'hui, comment est-ce qu'on devrait s'y prendre, peut-être? Enfin, quelles questions il Ben, faudrait se poser pour Moi, je anticiper? trouve que tout ce qui a été dit est très bien. Et je suis la première confrontée au problème et que j'aimerais bien voir tout ça mis en place. Et dans les faits, on en retourne, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de personnel. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une rupture quand même pour ces jeunes et il n'y a pas d'avenir non plus. Donc c'est une souffrance non seulement pour l'enfant ou le jeune adulte, mais pour toute une famille, et c'est destructeur. Et je suis contente de venir là et de voir tout ça, c'est vrai, mais j'aimerais bien qu'il y ait des suites à ces genres de réunions réellement dans les institutions et vraiment dans l'accompagnement, parce que chacun se retourne le bébé, quoi, et ça avance pas pour la personne. Voilà. Voilà des constats intéressants aussi à entendre pour nos collègues de l'ARS qui sont là, ou des MDPH. Alors moi je suis aussi maman d'enfants polyhandicapés et effectivement ça a été très intéressant cette journée, mais je me dis que je vais essayer d'apporter des choses à l'IEM où est mon fils. Je vais essayer moi je vais essayer de faire un retour de ce que j'ai pu entendre et je pense que ça peut porter en tant que parent aussi, il me semble. Voilà. Donc ça renvoie à l'idée de comment s'impliquer aussi, de fait, dans les environnements d'accueil. Moi, j'avais envie de remettre l'utilisateur au centre, en fait. L'utilisateur d'outils de communication, de le remettre au centre, d'aller chercher son adhésion au projet de transition, en fait, parce qu'à chaque fois qu'il y a une transition, il y a un projet derrière. Souvent, l'utilisateur n'est pas mis au fait où on ne va pas chercher son adhésion. Donc moi, c'est ce qui me motive, en fait. Surtout quand on commence à avoir des jolis outils qui permettent de le faire. Bien. D'autres thématiques? D'autres axes? Oui? Justement, dans ce qui vient d'être dit, l'accompagnement en fait vers la transition, c'est aussi le travail avec les familles. Dans les deux cas aussi, dans les deux colonnes, on est bien d'accord. Ok. Ah. Non, là-bas? Non. Oui, alors le besoin d'évaluation, l'évaluation, ça a été la priorité. Et je pense que des plateaux évaluatifs sur lesquels on pourrait se référer seraient importants, autant au niveau des familles que des institutions. Et ça, c'est très peu existant. Vous commencez à le faire. Et cette journée, franchement, c'est un peu ça. Mais voilà, il faut le développer. Il faut communiquer justement sur l'existence de ce type de travail et il faut l'approfondir, quoi. Et il faut que tout le monde puisse s'en emparer. Je pense que... Voilà. Moi, je pense. Il faut éteindre l'autre. Hein. Voilà. Je pense que les évaluations, en fait, elles sont très intéressantes, mais il faut que les évaluations, elles soient dans un projet. Parce que si on fait des évaluations pour des évaluations et qui ne servent pas ensuite, ça peut être catastrophique. Okay. Je rajouterais juste à ça la formation quand même, pour les évaluations, pour les équipes, pour enfin toutes ces équipes pluri. Où effectivement, on évalue, mais évaluer sans connaître, sans savoir, sans se former, ça ne va pas servir dans le projet. Évaluation, projet. François? Ouais, moi, je pense qu'il y a une question de temporalité aussi. C'est-à-dire que les transitions demandent énormément de temps. Et peut-être alors, je ne sais pas, c'est répondre à ça, mais de points intermédiaires, peut-être dans une temporalité qui n'est peut-être pas celle qu'on peut insuffler voilà, dans notre monde neurotypique, quoi, et du speed. Voilà. Comme j'ai le droit de jouer, je vais rajouter quelque chose aussi qui rejoint ça et que j'ai entendu aussi aujourd'hui, c'est la question de la persévérance aussi.
pas s'arrêter. Catherine Copin, dans sa présentation, parlait d'éviter les mauvaises expériences. Je crois qu'inévitablement, chaque expérience peut être à un moment donné limite ou en échec, etc. Je crois que la persévérance aussi dans la mise en place d'un mode de communication, etc., est aussi un critère important. Ça rejoint la question du temps, mais ça rejoint l'idée de ne pas renoncer non plus et de continuer, persévérer. La question de la temporalité... Oui, la question de la temporalité et du passage entre les établissements enfants et adultes, notamment, pour avoir géré les deux, il me semble qu'on est très cocooning et très porteur, très protecteur toute la partie enfance. Et puis le monde adulte, parce qu'il y a des moyens différents, parce qu'il y a d'autres attendus, parce que ce sont des adultes, etc. Et aussi un portage très très différent. Et moi je trouve qu'on s'y prend toujours trop tard dans les établissements enfants pour faire le passage. Et quand on parle de temporalité et du temps qu'il faut, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on travaille les questions de socialisation, d'autonomie, beaucoup plus tôt, beaucoup plus tôt. Et c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, et on ne sait pas lâcher naturellement les choses, parce qu'il y a des choses qui sont liées aux compétences de l'enfant et du futur adulte, mais il y a aussi notre capacité à accompagner, à accepter de se distancier dans cet accompagnement. Voilà. Ça me faisait écho à ça. A-t-on épuisé les questionnements? Oui. Les deux. D'accord. Oui, en fait, je me demande si, enfin, contrairement à ce que Madame dit là, mais je me demande si les familles sont toujours les mieux placées pour venir faire des propositions et des demandes dans ces temps de transition. Et je me demande qui pourrait faire ça ou qui pourrait accompagner la famille. Enfin, voilà, parce que parfois on se trouve un peu en porte-à-faux. Enfin, voilà, moi, c'est un peu l'expérience que j'ai. La famille n'est pas tellement bienvenue pour faire des suggestions. Parce que c'est vrai qu'on entre aussi dans un cadre de fonctionnement chez les adultes qu'on méconnaît un peu aussi. Et donc, on vient un peu avec des idées, on aimerait bien que... sauf que c'est parfois peut-être inadapté, pas dans le bon tempo, je ne sais pas. Et du coup, on a un peu le sentiment de se faire balader. Mais alors, qui pourrait faire ou accompagner pour faire voilà, ces transitions? Et moi, peut-être juste dans un tout autre sujet, je trouve que ce que justement, peut-être, il m'a manqué dans cette journée, c'est la prise de risque. Je pense qu'un accompagnement, c'est une prise de risque. Ne pas vouloir prendre de risques, ça risque quand même. Alors j'entends que l'éprouver peut être difficile, mais je pense que dans nos établissements, nous, on lutte plutôt sur cette prise de risque. De peur de se tromper, on ne fait rien. Du coup, en matière de temporalité, je pense qu'on n'a pas tous la même chose, parce que, enfin, en tout cas, le même ressenti, mais 5 à 6 ans d'attente pour entrer en IME. La loi Croton, on maintient les enfants, des adultes dans l'enfance. Je pense que pour le coup, en fait, on se retrouve dans des situations d'urgence en tant que parents qui sont désastreuses. Alors, en tant que professionnel de terrain et en tant que professionnel du CERA, j'ai envie d'accompagner vers une meilleure qualité de vie, je me répète, mais moi, je souhaite que toutes les personnes en situation de handicap aient une qualité de vie meilleure que celle qu'elles ont à l'heure actuelle. Et en tant que professionnel du CERA, j'ai envie aussi qu'on accompagne dans les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, puisqu'il y a des recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées par la Haute Autorité de Santé, l'ANESM, soutenue par les ARS, et qu'il faut aussi qu'on s'appuie dessus et que c'est un levier pour aider les familles et les professionnels à améliorer leurs pratiques.
Non, mais c'est top, ça fait le lien avec ce que je voulais dire. Pour reprendre aussi ce que disait Monsieur Delmas, c'est que je pense, je vais peut-être refiler le bébé sur une nouvelle fiche de recommandation de bonne pratique pour faire le lien en fait entre le secteur de l'enfant et le secteur de l'adulte. Je pense qu'on aurait vraiment besoin justement d'une fiche de recommandation de bonne pratique avec des objectifs opérationnels, que ce soit vraiment réfléchi à un plus haut niveau et pas qu'il y ait des réflexions par là, des réflexions par là, des établissements qui essayent de mettre en place des choses, mais peut-être qu'il y ait quand même un certain cadre général et après faire les partenariats, etc. Mais que ça puisse être quand même bien pensé, que le travail soit assez mâché pour que ce soit homogénéisé, justement. En aparté, madame parle du plateau technique, si je ne me trompe pas, c'est ça hein. Et c'est vrai qu'il y a un grand différentiel aussi dans les plateaux techniques enfants et adultes, hein, où on n'a pas forcément le même niveau de compétences en interne dans les établissements. Et ça, c'est aussi une réalité, c'est-à-dire que quand on travaille de l'évaluation fonctionnelle, quand on travaille des outils un peu pointus, ça demande de la technicité et les établissements adultes ne l'ont pas toujours. Et donc ça demande de les accompagner et puis qu'ils y trouvent de l'intérêt, qu'ils y trouvent de la pertinence. Et c'est pas acquis et il faut arriver à convaincre aussi les professionnels de modifier des pratiques qui sont souvent un peu empiriques, qui sont pleines de bonne volonté, mais qui sont pas basées sur un apprentissage au départ. Voilà, et puis ça renvoie aussi à des budgets formation possibles dans les établissements, à des capacités. Et puis, on parlait du turnover des personnels. C'est aussi une réalité qui fait que quand on a du personnel qui tourne, on n'a pas plutôt formé quelqu'un que on ne l'a plus. Voilà. Cette remarque, en fait, me fait penser à dans quel but la transition, en fait. Et toujours l'idée de savoir où on va, pourquoi on y va. Les recommandations de bonnes pratiques, bien sûr, mais aussi le questionnement avec les projets d'établissement, avec savoir pourquoi on va pourquoi on choisit tel établissement et pas tel autre, parce qu'il est plus près, parce qu'il y a un projet qui est cohérent avec le projet de la personne accueillie. On voit pour l'instant, enfin moi tout ce que j'entends, c'est juste parce qu'il y a une place et que j'ai un besoin criant de place, quoi, en fait. Donc oui, moi je milite aussi pour la meilleure qualité de vie des personnes. Et quelque chose aussi à prendre en compte, et je trouve que c'est assez violent, le passage du secteur enfant au secteur adulte. On se retrouve confronté à des jeunes adultes qui ont toujours vécu au domicile, qui n'ont parfois jamais dormi en institution, et on leur demande, aux familles comme aux futurs résidents, d'accepter de dormir toute la semaine au foyer pour ressortir que 90 jours par an dans leur famille. C'est violent, je trouve. Voilà, donc il y a des choses à réfléchir, à mon avis. Entre les deux, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, en fait. Malheureusement, je pense que ça a été réfléchi, c'est la mise en pratique. Oui. Alors, c'est vrai que ça, c'est en train de bouger. C'est-à-dire que le monde un peu binaire, accueil de jour, internat, qui était plutôt internat sur les établissements adultes uniquement, aujourd'hui, les modalités sont plus larges, accueil temporaire, séquentiel, etc. Il y a différentes modalités, il y a aussi des passerelles, des accueils temporaires qui se font entre établissements enfants et établissements adultes. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas le problème de place, la capacité aujourd'hui des établissements à modifier leur offre, elle est en cours de transition. Et sans trop m'engager, je pense que les 3-4 dernières années, il y a eu vraiment un effort de beaucoup d'établissements. Il y en a encore à faire, mais il y a quand même une transition qui est en cours, là. Voilà. Les places d'accueil temporaire, elles sont faites pour évaluer potentiellement est-ce que le résident, est-ce que l'établissement répond aux besoins des résidents. Ces places, elles sont utilisées pour ça. Mais
Des fois, ça dure 1 an, au mieux, ils ont de la chance, il n'y a pas de place qui s'est libérée entre-temps. Mais n'empêche que, au final, ce qui va leur être proposé à ces familles et à ces résidents, c'est un internat. Voilà. Sauf s'ils ont la chance d'avoir des capacités pour être en ATO, voilà, en foyer occupationnel. Juste pour préciser sur ce que vous dites, monsieur, dans le secteur adulte, j'ai été étonnée moi aussi parce que j'ai tellement l'habitude de voir secteur adulte, femmes, masse, avec des accueils internats et effectivement des règles très strictes. Mais là, sur de l'accueil de personnes, j'ai pu remarquer qu'effectivement, essentiellement, là, j'ai vu sur des masses, des accueils de jour, je n'en avais jamais vu, et des accueils où effectivement, les familles choisissent et peuvent récupérer leur enfant à peu près quand elles le souhaitent, et c'est en accord avec les établissements. Donc je veux dire qu'effectivement, je vous rejoins dans le sens où ça bouge un peu. Après, c'est l'art de faire bouger le système, effectivement. Et puis après, il y a le cruel besoin de place. Et je rejoins ce que vous disiez, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de personnes qui devraient avoir le choix d'aller vers tel ou tel établissement. Dans les faits, ils ont plutôt le choix de la place qui reste. Moi, oui. J'ajouterais un mot. Non, pardon. On va vous l'allumer. Allez-y. C'est gentil. Moi, j'ajouterais un petit mot qui est presque un gros mot dans ce domaine-là, qui n'a pas tellement été prononcé aujourd'hui, c'est la coordination. Pourtant, on parle de transition, beaucoup d'outils de transition, de moyens d'échanger, de se transmettre les bonnes informations, de faciliter la compréhension et la communication des personnes en situation de handicap. Et cette question de coordination qui n'est pas venue tellement sur le tapis dans la journée et qui vient plus dans ce temps de conclusion. Il y a peut-être par expérience une chose qui aide beaucoup, c'est de se dire qui va coordonner et d'attendre la réponse, de savoir qui. Parfois, c'est les parents, très honnêtement, hein, surtout quand on est dans l'univers de la petite enfance et qu'il n'y a pas encore vraiment de place en institution. On voit que ça devient des pros de la coordination de soins. C'est eux qui trouvent les portes de sortie, les lieux pour consulter, etc. Effectivement, à certaines étapes, on va leur enlever complètement ce rôle parce que tout d'un coup, il va être décidé un placement dans telle institution. Ils n'ont pas trop le choix parce que c'est ça ou rien. Voilà. Mais qui coordonne, se poser la question de qui coordonne, ça facilite souvent quand même la résolution de problèmes, quoi. Voilà. Et il ne faut pas lâcher tant qu'on n'a pas la réponse, voilà. Quelle que soit la personne qui prendra la coordination. La personne ou l'institution. Le corps. Mais c'est important parce que c'est d'abord, ça peut être une famille, ça doit être d'abord l'institution. Après, le comment on coordonne à l'interne, c'est d'abord notre organisation, et ça peut bouger avec le temps, parce que des fois, il y a des gens qui partent, ou qui changent de poste, ça arrive aussi. Très bien. Mais oui, je crois que cette question de la coordination, on ne l'avait pas évoquée jusque-là. Au service de la cohérence, de la fluidité, peut-être aussi de savoir qui pose les hypothèses, comment on les expérimente, comment on avance, donc garant quelque part de la temporalité. Moi, peut-être pour reboucler, puisqu'il va être quasiment l'heure, on est parti ce matin avec la présentation des équipes relais. Je trouve que ça nous interpelle, ça nous interroge aussi, nous, dans nos missions. On est plutôt, un peu moins sur l'accompagnement vers, dans la mesure où, en principe, il y a déjà autour de la personne, la famille, une coordination, un établissement qui va se charger d'accompagner vers et de travailler ce parcours-là. Et nous, on est souvent sollicités, on travaille beaucoup plus sur l'accompagner dans, c'est-à-dire un établissement, un environnement d'accueil est pressenti pour accueillir telle ou telle personne. Comment est-ce qu'on va rendre cet environnement le plus préparé à cet accueil ? Bien souvent, c'est par de la formation, de l'étayage des professionnels. Le lien, la coordination entre les deux se fait. Donc nous, ça va être plutôt en levant un certain nombre d'obstacles parce qu'on ne connaît pas la surdicécité, la déficience visuelle avec troubles autistiques. On ne connaît pas tel ou tel syndrome. Donc préparons, dédramatisons, démystifions parfois un certain nombre de choses. Et je pense que là où on n'est pas suffisamment bon, et ça on en a pris conscience, mais on n'a pas non plus les moyens de les multiplier, là je regarde M. Dambo, je plaisante, mais
avec l'idée de se dire qu'une transition peut être aussi un moment constructif, si on s'en saisit justement pour reposer un certain nombre de questionnements, et notamment sur ces questions de communication. Voilà, c'est-à-dire saisissons-nous de ces périodes de transition, nous peut-être soyons un peu plus acteurs de ça, pour faire en sorte que dans l'établissement d'accueil, ces questions-là soient traitées, soient portées, et comment est-ce qu'on peut les accompagner à ça, au-delà de simplement apporter des éclairages expérientiels ou théoriques sur tel ou tel syndrome. Donc je trouve que voilà, ça doit nous amener aussi, nous, à nous questionner aussi. Il est 16h58. Je vous remercie, et au nom de toutes les équipes relais, les MIP, qui a beaucoup contribué aussi à l'organisation de ces journées, Morgane avec sa magnifique synthèse, mais aussi toute l'équipe, les CNR bien entendu, Béatrice pour son intervention de ce matin. Donc merci à tous, pour nous c'est voilà, une expérience toujours intéressante et enrichissante. Il y en aura sans doute d'autres. On ne va pas vous demander et vous distribuer aujourd'hui un questionnaire d'évaluation pour savoir ce que vous avez pensé de la journée, parce que là on est tous fatigués. En revanche, on vous l'enverra par mail d'ici 15 jours, 3 semaines, avec les diaporamas, les comptes rendus, etc. Et on compte sur vous, parce que vos retours nous sont pleinement importants à nous pour re-réfléchir au coup d'après, sous une autre forme. En fonction de vos retours, on en a vraiment besoin. Donc merci à tous, rentrez bien.